Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 4e étape du Tour d'Espagne. Et après 3 jours où on a cherché le spectacle, où on a cherché les arrivées au sommet, et bien enfin, j'ai envie de dire, c'est presque tard sur une Vuelta d'avoir une arrivée au sommet le 4e jour de course, c'est une blague. Avec une étape qui va être extrêmement compliquée parce que il n'y a pas que la montée finale, il y a des côtes auparavant. Alors oui, ce ne sont pas des côtes forcément avec des gros pourcentages, mais ça va fatiguer les équipiers, ça va fatiguer les coureurs. Et puis les conditions climatiques ne seront absolument pas évidentes. Donc ça va être difficile, ça va être très difficile. Ça va être une journée extrêmement dure qui va engendrer pas mal de fatigue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos 3 favoris, votre grosse cote pour cette journée. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Autre moyen de me soutenir, eh bien vous vous abonnez à la chaîne, vous rajoutez la petite cloche, et puis quand vous avez la possibilité de cliquer sur les notifications, sur les miniatures, dès que les vidéos sont mises en ligne, eh bien ça permet de mettre en avant plus la voiture, la voiture, rien à voir, la vidéo sur YouTube, et puis comme ça c'est plus évident. J'ai les nerfs qui lâchent, il est 21h30 au moment d'enregistrer cette vidéo. Voilà, j'enregistre après l'arrivée de l'étape numéro 3 et après avoir enregistré, uploadé également la vidéo de l'étape numéro 3. Bon, enfin une arrivée au sommet pour cette étape, enfin, parce que c'est vrai qu'on a eu 2 derniers jours, on ne peut pas dire qu'on a été émerveillé par le spectacle. Alors est-ce que ça sera le cas du côté du Pico Villuercas? Je n'arrive toujours pas à le prononcer correctement, je ne sais pas. C'est une étape qui va être composée de 2 côtes de première catégorie, une côte de deuxième catégorie, une côte de troisième catégorie. On va traverser des coins désertiques, sous des chaleurs caniculaires. Ça, on en parlera dans l'onglet météo plus en détail. Mais il va faire vraiment extrêmement chaud et je veux vraiment pointer l'accent là-dessus. Parce qu'on est sur des températures qui sont vraiment extrêmes. Et puis on va être sur une journée qui va être délicate pour les coureurs, surtout pour les coureurs qui n'aiment pas trop la montagne, mais de toute manière ce Tour d'Espagne pour les coureurs qui n'aiment pas trop la montagne va être compliqué, avec une montée finale où on aura des pourcentages où on atteindra les 20% pour les coureurs, donc c'est ça aussi, là on va être sur une montée extrêmement difficile. Ça va déjà faire des écarts parce que même si, imaginons, on laisse l'échappée se battre pour la victoire, derrière, on va quand même se bagarrer. Et s'il y a des coureurs qui sont en difficulté avec la chaleur, on va pas être gentil avec eux. Donc, et sur des pourcentages comme ça, où on dépasse les 10, 11, 12%, ça permet de faire des gros écarts. Donc, la montée finale va être, je pense, intéressante, même si on a une échappée qui va au bout, parce que c'est vrai qu'on n'est que le 4e jour de course, et prendre le maillot rouge dès le 4e jour de course, c'est pas forcément l'idéal. Du côté du dénivelé positif de cette étape, 3519 mètres, ça paraît pas si exceptionnel que ça, mais pourtant ça va être dur dans le final. C'est la 7e étape dans le classement, c'est que la 7e étape avec un chiffre pareil. Il y aura des étapes encore plus compliquées sur ce Tour d'Espagne. C'est la machine de la course à l'échalote et de la course au dénivelé que s'est fixé le Tour d'Espagne cette année, au lieu d'avoir une course peut-être un peu plus équilibrée. Allez, on regarde tout de suite la présentation du parcours. Le parcours de cette étape numéro 4, arrivée au sommet, mais surtout, c'est pas une étape facile parce qu'il n'y aura pas que cette arrivée du côté du Pico Villuercas. 171 km pour ce retour du côté de l'Espagne, un passage à 1544 mètres d'altitude. On part de Plasencia et on aura 14 km de plat pour accéder à Villar de Plasencia. Et surtout, le pied de la première difficulté du jour, le Puerto de Cabezabellosa. 9 km 2 à 5,4 de moyenne, vous voyez, je galère vraiment avec l'espagnol. Côte de deuxième catégorie, on est au kilomètre 23,5, c'est-à-dire qu'on est déjà à moins de 150 km de l'arrivée au niveau de ce Puerto de Cabezabellosa. On le regarde tout de suite, c'est une montée assez régulière. Vous voyez, il y a seulement le pied où on a 7,3%. C'est pas la côte la plus difficile de la journée. De toute façon, les 2 premières côtes sont plutôt assez roulantes. C'est vraiment la dernière côte qui est très particulière en termes
pourcentage. Donc voilà, ce Puerto de Cabeza Belosa. Donc vous voyez, c'est très roulant. Voilà. La difficulté, c'est que ça dure 9 km. Mais sinon, c'est pas, voilà, c'est pas extrême en termes de montée. On redescend. On aura moins de 10 km de l'arrivée avant d'aller à l'alto de Piornal, 13 km 8 à 5,6 de moyenne. Cet alto de Piornal, là on a des passages à 6,2, un passage à 6,6%. C'est surtout long en fait cet alto de Piornal, là on est sur du 14 km. Donc je pense qu'à ce rythme-là, ça va être 35-40 minutes d'effort. Du côté des coureurs, un peu plus parce qu'en plus ça sera dans une portion d'étape où je pense que l'échappée sera déjà partie et qu'on sera peut-être plus en train de se regarder. Mais là encore, c'est assez régulier au niveau de la pente. Vous avez 4 km à 6% ou au-delà, parce qu'il y a aussi entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9. Sinon, voilà, hein, le pourcentage, le kilomètre max c'est 6,6, donc c'est pas encore extrême, surtout contrairement à ce qu'on aura tout à l'heure. Et puis après, on redescend vers Rares de la Vera. On est dans la région, alors vous voyez, il y a assez peu de communes qui sont indiquées. Pourquoi? On est dans la région de l'Extrémadour. C'est une région qui est donc dans le sud de l'Espagne, qui est une région qui est très peu peuplée. Il y a certains coins même, c'est limite désertique. Donc il y a très peu de villes sur le parcours. C'est pour ça que vous voyez assez peu de villes qui sont marquées, mais même sur le parcours de la course, il y a des endroits où pendant 20 bornes, il n'y a rien indiqué. C'est-à-dire pendant 20 km, il n'y a pas de changement de direction. Là, on est juste au milieu du vide. On passe à Almaraz, et puis après, la côte de 3e catégorie, le Puerto de Miraverte, et 7 km 9 à 4,4 de moyenne, et surtout, ça sera sprint bonification. C'est le premier jour où le sprint bonification est séparé du sprint intermédiaire. Donc ce sprint bonif donne des secondes de bonification, le sprint intermédiaire des points. C'est un peu plus simple que du côté du Giro. Puerto de Miravete, on le voit tout de suite. C'est pas très dur. Bon, voilà, c'est parce que c'est la côte qui est avant, c'est pour ça qu'on a mis les sprints bonifs, mais je suis pas sûr qu'il y aura une grosse bagarre pour aller chercher les bonifs en haut de cette difficulté, parce que très clairement, vous voyez, c'est un peu comme la première côte, mais en plus court. Et puis en plus, on sera encore à 120, ouais, à quasiment 50 bornes de l'arrivée. Hein. Donc les bonifs à 50 bornes de l'arrivée, je suis pas sûr que ça se bouscule au portillon. On aura le sprint intermédiaire à Rotoras, au kilomètre 155, et puis ensuite on attaque la dernière difficulté du jour, le Puico Villuercas, 14 km 600 à 6,2 de moyenne. Et surtout, les 3 derniers kilomètres, vous le voyez, à 13,4% de moyenne. Pour tout vous dire, c'est le Puy-de-Dôme en plus long. Dans l'idée, c'est un peu le même principe que le Puy-de-Dôme, mais en plus long à chaque fois et en plus dur. Vous vous souvenez du Puy-de-Dôme, le Puy-de-Dôme, je crois que c'est 8 ou 9 km, et c'est les 4 derniers kilomètres qui sont durs. Bah là, la différence, c'est que ça commence, on va dire, un peu plus gentiment en plus que le Puy-de-Dôme. Mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire une première partie de montée où sur le Puy-de-Dôme, je crois que c'est 7-8%, là c'est un peu moins, mais c'est un peu dans la même idée. Et ensuite, bah voilà, de l'extrême, 14,6% sur 1 km, je crois que c'est ce qu'on a également du côté du Puy-de-Dôme sur le dernier kilomètre, et 11,6 et 11,6%, et puis même le dernier kilomètre et demi, comme vous voyez, on est au-dessus des 6,5% quand même sur la fin. Donc après avoir bouffé tout ça, donc c'est une montée qui est extrêmement dure, donc il y aura forcément des écarts entre les coureurs parce que ça fera extrêmement mal. Il y a un passage à 20%. Voilà, selon les organisateurs de la Vuelta, le pic pourcentage max, donc sur 100 mètres, je rappelle que les pics c'est sur 100 mètres, c'est pas sur 1 km, c'est sur 100 mètres, c'est 20%. Voilà, donc ça fait un peu mal au cucu. On regarde le final de cette étape. C'est beaucoup d'épingles. Donc ça veut dire beaucoup d'épingles qui dit beaucoup de relances. Notamment entre le 3e et le 2e kilomètre, où là il y aura des gros pourcentages. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir de la pente, on va avoir des multiples relances. Et ça veut dire également qu'il faudra faire attention à sa trajectoire, car dans un virage, sauf à l'Alpe d'Huez, mais dans des difficultés, on va dire, plus classiques, si c'est le cas. Sur cette montée, je ne l'ai pas repéré en Google Street View. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même des passages
où à l'intérieur il va y avoir 17%, à l'extérieur il n'y aura que 13%. Donc il faudra bien réfléchir à son choix de trajectoire sur chacun de ces virages-là, parce que ça peut avoir vraiment une grosse incidence sur la course. On voit que le dernier kilomètre, c'est une longue courbe qui nous emmène jusqu'à l'arrivée. On a une longue courbe, il y aura une épingle à kilomètre 400, et ensuite une longue courbe jusqu'à l'arrivée pour les coureurs. On garde la carte, donc l'Extrémadure. On est dans le bon sens. Je n'ai pas vérifié, mais je crois qu'on est dans le bon sens selon les organisateurs, donc un sens nord-sud. Donc on descend plein sud, voilà, sur une grande partie de cette étape, car demain on sera en Andalousie, si je ne me trompe pas, c'est l'étape qui part du magasin Carrefour, qui part de Rérez. On aurait pu partir du circuit, non, on a décidé de partir du magasin Carrefour. Bon, alors, vous voyez donc la carte, je vais vous parler de la météo, comme d'habitude. Grand soleil, je pense que c'est peut-être la journée la plus chaude de la saison. Et ça, c'était un peu ma crainte. Je vous en avais parlé lors de la présentation de la course. Je vous avais dit, c'est quand même pas l'idée du siècle de décider sur cette première semaine d'être plein sud en Espagne quand on sait que c'est le coin où il fait le plus chaud et que les étapes partent à midi, quoi. Les arrivées ne sont pas à 20h parce qu'on est quand même en août, donc à partir de 20h30, il commence à faire nuit. Donc c'est quand même assez surprenant d'avoir eu cette idée d'aller plein sud, parce que là il fera entre 35 et 37 degrés à l'ombre, je précise, toujours température à l'ombre, c'est-à-dire qu'en ressenti on aura 42 voire plus. Là on est vraiment sur des valeurs qui sont extrêmes. Je rappelle, le corps humain c'est 37 degrés. C'est-à-dire que même à l'arrêt, sans rien faire, juste en dormant, vous transpirez, vous avez chaud. Voilà. Donc imaginez-vous en train de faire du vélo. Ça devient extrêmement compliqué. Donc bien entendu, il va y avoir un protocole, je pense canicule, qui va être mis en place. Mais bon, le protocole canicule, ça raccourcit pas l'étape. On va juste pouvoir se ravitailler en eau avant les 30 km et dans les 20 derniers kilomètres. Bon, ça ne change pas grand-chose, avec parfois un peu plus de moto fraîcheur. Mais ça va être très compliqué, parce qu'il faut savoir que là le ressenti va être de 42, mais il faut s'imaginer que la chaleur c'est du goudron, et en Formule 1, si vous avez déjà regardé un Grand Prix de Formule 1 ou un Grand Prix de moto, entre la température dans l'air et la température sur le tarmac, vous pouvez avoir parfois 20, 25 degrés, 30 degrés de différence. Là, comme il fait 37, la température piste, on va l'appeler comme ça, sera supérieure à 55 degrés. C'est-à-dire que la température sur le goudron est supérieure à 55 degrés. C'est-à-dire qu'au niveau matériel, on n'en parle jamais, mais au niveau pneus, ça va pas être évident pour les pneus, parce que l'adhérence, elle va pas être bonne. Il va falloir gérer aussi au niveau des pressions, parce que avec les températures, ça peut un peu changer la donne. Donc ça, il va y avoir déjà une vraie réflexion à avoir au niveau des pneus. Et puis au niveau des coureurs, l'eau fraîche, elle ne sera pas très fraîche longtemps, vu la chaleur qui va remonter du sol. C'est-à-dire que votre eau va se transformer très vite en tisane. Ça va être très compliqué. Ça ne va pas être aidé par un léger vent d'ouest qui va... Enfin, c'est ouest-nord-ouest, donc qui va plutôt pousser un petit peu les coureurs. Mais ça va pas être facile. Et puis, vous vous dites, oui, mais là, c'est la température en pleine. Sur les hauteurs, ça sera plus facile. Alors là, j'ai pas pu regarder sur la chaîne météo, je me base sur la météo de Google. Pico Villercas, au top de la journée, c'est 32 degrés. Alors, on sera à 30 degrés, on va dire ça comme ça, mais à 1500 mètres d'altitude. Donc c'est-à-dire avec le fait qu'il n'y aura pas le phénomène de vent, ça va être atroce, vraiment pour les coureurs. Je rappelle que l'autre journée qu'on a eue qui était extrêmement chaude ou des conditions qui n'étaient pas évidentes, c'était la première étape du Tour de France qui partait de Florence, où on avait 35-36 degrés. Ça a été très difficile à gérer pour les organismes. Alors là, normalement, les coureurs ont connu ces journées de chaleur, donc c'est un peu plus simple que quand c'est ton premier coup de chaud de l'année. Mais quand même, là, on est sur des valeurs qui vont être vraiment extrêmes. Donc ça va être très compliqué pour les coureurs. Allez, on regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Espagne. L'histoire du Tour d'Espagne. Eh bien, on part de Plasencia. Alors, Plasencia qui n'a jamais vu d'étape du Tour d'Espagne partir. La seule course qui est passée, selon Pro Cycling Stats, par cette commune, c'est le Tour d'Extrémadure
féminin qui a eu lieu en 2023. Une étape qui est arrivée à Pjornal. Donc dans une des difficultés que l'on prendra aujourd'hui, c'était Megan Hermitage qui s'était imposée de la Arkea devant Clara Edmond et Maike Collier, triplé de la Arkea sur cette étape et qui avait fait je crois un triplé également au général sur cette course. Et si c'est pas beau, voilà. Et qui avait remporté également le classement par équipe bien entendu, mais pas le classement des jeunes. Ah, on n'avait pas tout gagné. Le classement de la montagne également, c'était une concurrente de Arkea. Le classement du maillot vert également, c'était une concurrente de Arkea. Course de catégorie 2-2. Hein. Chez les filles, c'est les mêmes catégories que chez les garçons. Donc une 2-2, ça veut dire une course où il y a à la fois des équipes pas toujours professionnelles ou parfois semi-professionnelles. Voilà, vous n'avez pas toujours un haut niveau. Et il n'y avait que 74 filles à l'arrivée, parce qu'il y en avait une qui était hors délai. Voilà, hein, c'est là aussi où il va falloir améliorer les choses du côté du cyclisme féminin. C'est sur la densité sur ces épreuves-là, parce que par rapport aux garçons, là, il y a une énorme différence. On passe par le Puerto de Cabeza Belosa, premier passage du Tour d'Espagne sur cette montée. À l'Alto del Pjornal, donc Megan Hermitage s'était imposée sur le Tour d'Extremadure. Et Remco Evenepoel avait gagné la 18e étape du Tour d'Espagne qui arrivait à l'Alto del Pjornal. Il avait battu Enric Mas et Robert Resink ce jour-là dans cette montée. On poursuit avec le Puerto de Miraverte, premier passage du Tour d'Espagne sur cette montée, puis le Pico Willercas, et qui s'était imposé en 2021 lors du seul passage du Tour d'Espagne dans ce Pico Willercas. C'était un certain Romain Bardet de la DSM qui avait battu notamment Jesus Serrada, Jay Vine, Tom Pidcock, dans une montée où il était parti à 6 km du sommet. Voilà, et ça lui avait permis de remporter cette étape du Tour d'Espagne. Et à ce moment-là, il prenait la tête du classement de la montagne de cette même course, Tour d'Espagne, en 2021, où il le finit à la 25e place. Voilà, pour ceux qui s'en souviennent. Alors qu'en 2020, c'était même son... non, il avait fait 17e en 2017 et 21e en 2023. Là, il a participé 3 fois à la Vuelta dans sa carrière, avec à chaque fois un top 5 à l'arrivée sur une étape. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Et sur cette Vuelta, il avait fini 2e du classement de la montagne. Alors, je ne sais même plus 2e derrière qui. Ça devait être Roglic, non? Je n'ai plus aucun... souvenir. Non, derrière Storer. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu Storer. Ah oui, j'avais oublié Storer, qui avait remporté 2 étapes cette année-là. Qui depuis a une chouille disparue, Storer. Enfin, une chouille disparue, non, parce que je dis une connerie. Il a fait 10e quand même du Tour d'Italie avec la Tudor. Hein, parmi les bons coureurs de la Tudor. Bah, si j'étais Uno X, je commencerais à être inquiet pour mon invitation sur le prochain Tour de France. Les 2 locaux du jour, on va parler de 2 coureurs. Le premier, c'est Santiago Blanco, coureur dans les années 90-2000. Il a eu 10 ans de carrière. Il a dû terminer sa carrière en 2004 prématurément à cause d'une endofibrose artérielle, donc un problème, un problème d'artère qui a gêné pas mal de coureurs ces dernières années aussi. Alors Santiago Blanco, il fait partie de ces coureurs qui étaient considérés comme potentiellement les futurs Miguel Indurain. Il commence sa carrière en 94, donc au moment où Miguel Indurain 95 s'arrête, en plus il est dans la même équipe que Miguel Indurain à l'époque, il est dans la Banesto. Et puis, à la Banesto, il y a d'autres leaders dans cette formation, ce qui fait qu'il a un peu du mal à s'exprimer. Parce qu'en 97, vous avez encore Armand de las Cuevas, notamment, vous avez José María Jiménez également, Abraham Olano aussi. Donc c'est vrai que pour un coureur de ce calibre-là, c'est pas forcément évident, et en plus quand vous avez un petit peu la pression des médias espagnols qui vous disent oui mais
quand est-ce que tu vas gagner un grand tour? Parce que c'était l'attente que beaucoup de gens avaient sur ce coureur, et puis en fait ça n'arrivera jamais. Ses meilleurs résultats, c'est une victoire au général du Tour de Castille et Léon, troisième de Paris-Nice 97, où il est derrière Jalabert et Laurent Dufaux, et devant Ekimov et Pascal Chanteur, voilà. Et puis quand on regarde bien, il remporte le Tour de Navarre aussi, en 94, Navarre cher à Miguel Indurain. En fait, il gagnera des victoires d'étape sur le Tour d'Espagne, mais pas le général. Alors, c'est pas une carrière catastrophique non plus, parce que sur le Tour d'Espagne, il prendra une 10e place en 99, 11e du Giro 2000. Sur le Tour de France, il a toujours eu un peu plus de mal. Parce que aussi, parfois, il s'est retrouvé dans des situations pas évidentes, notamment en 98. Son équipe décide de se retirer comme toutes les équipes espagnoles. À l'époque, il était passé de la Banesto à la Vitalicio Seguros. Et puis, il retournera à la Banesto quand Vitalicio Seguros s'arrêtera, avant d'aller chez Relax Bodysol en 2004, où il arrêtera sa carrière, la Relax, qui sera une équipe de deuxième division à partir de 2005, une équipe 100% espagnole qui participe quand même à la Vuelta notamment, mais qui aura du mal à faire mieux que dixième. Il y avait quand même Daniel Moreno dans cette équipe, le coureur de la Katusha notamment, d'Omega Pharma, qui avait remporté la Flèche Wallonne en 2013. Donc, Sergio Blanco. Et puis, on va parler d'un autre coureur. On va parler de Roberto Heras, qui est aussi de la région. Alors, Roberto Heras, coureur dopé. Ça, c'est pas une surprise quand je vous parle de Roberto Heras. Passé à la Kelme, à l'US Postal, à la Liberty Seguros. Liberty Seguros, c'était Manolo Sainz. La Kelme, il y avait aussi des belles chaudières. À l'US Postal, c'était l'équipe de Lance Armstrong. Alors, il est connu en France pour avoir été le lieutenant de Lance Armstrong, notamment en 2003, où il aide énormément Lance Armstrong sur un tour qui est compliqué pour Lance Armstrong 2003. C'est ses victoires retirées à Lance Armstrong, ça a été le tour le plus compliqué 2003 face à Iban Mayo et Jan Ullrich qui étaient dans l'équipe. Alors c'était pas Bianchi, c'était le sponsor maillot, c'était Bianchi, mais je sais plus comment s'appelait cette équipe. Mais Roberto Heras, il a surtout eu des résultats en Espagne, vainqueur du Tour de Catalogne notamment, et surtout vainqueur de la Vuelta. Alors, je vais vous parler un petit peu de cet imbroglio juridique. Roberto Heras est vainqueur 4 fois de la Vuelta. Et pourtant, vous allez me dire, sa dernière course auquel il a participé est la Vuelta, et ensuite, il a été suspendu. Au départ, il n'avait que 3 Vuelta. Sauf que, et c'est là où vous allez voir le petit imbroglio, au tribunal, il a réussi à faire annuler sa suspension de 2006, alors après coup, donc ce qui fait qu'il a quand même pas couru à partir de 2006, et à ce moment-là on lui avait annulé sa victoire sur le Tour d'Espagne, sauf que selon la cour d'Espagne, la grande cour d'Espagne, eh bien on considère qu'il y a eu des irrégularités dans les enregistrements et les analyses des échantillons du coureur. Donc on considère que la fédération espagnole n'a pas fait le travail correctement. Je rappelle, c'est au moment de l'affaire Puerto, c'est avant même l'affaire Puerto, en Espagne, le dopage, c'était facile. Voilà. Il y avait eu l'Italie, l'Espagne, le dopage est resté très facile en Espagne pendant des années. Parce que l'agence antidopage locale était nulle à chier, il faut le dire. Donc il a réussi à annuler ça, et il a même récupéré, on voit la méthode Lance Armstrong, 724 000 euros pour préjudice. Voilà. Alors qu'on sait qu'il était dopé à ce moment-là, parce qu'il n'y a aucune surprise. Il a même travaillé avec le docteur Fuentes. Donc, on le sait, ça fait partie des coureurs qui ont été nommés lors de l'affaire Puerto, et il n'y en a pas beaucoup qui ont été nommés lors de l'affaire Puerto, notamment par Fuentes.
Voilà, donc on sait qu'il était dopé, mais comme il y a eu irrégularité, il a techniquement 4 Vuelta, et contrairement à Armstrong, qui on a retiré ses résultats, c'est pas le cas pour Heras. Il n'y a que Armstrong à qui on a fait ça, de retirer ses victoires. Tous les autres les ont conservés, pour la plupart, quand ils se sont même retrouvés convaincus de dopage après la fin de leur carrière. Mais le cas Heras est quand même très intéressant, dans cette capacité à réussir quand même à récupérer l'argent au final. Stratégie de cette étape, au lieu de parler des dopés, soit victoire de l'échappée, il faudra quand même être au moins vite 10 coureurs, et puis avant la montée finale, ça serait bien d'avoir 4 minutes 30, je pense, au moins. 4 minutes 30, 4 minutes 30, parce que si ça commence à s'exciter derrière, dans les 3 derniers kilomètres, ça peut vraiment revenir. Pourquoi victoire de l'échappée? Parce qu'on ne veut pas le maillot de leader. Donc si dans l'échappée, ce ne sont pas des coureurs dangereux, mais suffisamment forts pour tenir le maillot jusqu'à la fin de la première semaine, je dirais qu'on ne va pas s'en priver. Parce que même si UAE a une belle armada, par exemple Visma n'a pas la capacité forcément de tenir ce maillot rouge, et plein d'équipes n'ont pas forcément les capacités de le faire. Donc je vois peu de coureurs intéressés par le fait de porter le maillot rouge aussitôt, alors que le niveau est assez dense, assez homogène sur ce Tour d'Espagne. Soit victoire d'un leader pour le général, parce qu'un leader voudrait quand même aller chercher la victoire. Donc ce qui fait que en fait, c'est-à-dire que je me mets dans la place d'un coureur. Moi, je pense que si j'étais directeur sportif, je dirais à mes coureurs, n'essayez absolument pas de récupérer le maillot rouge. Mais je me dis que dans certains cas, il y a quand même des surprises. Donc, pour mes favoris, j'ai fait moite-moite. C'est-à-dire j'ai fait mi-coureur en échappée, mi-coureur à l'arrivée. Parmi mes favoris en cas d'échappée, Quintana. Quintana, c'est presque l'homme idéal. Alors bon, il est tombé lors du Tour de Burgos, mais c'est presque l'homme idéal, Quintana, parce que il est suffisamment bon pour garder le maillot quelques jours. La Movistar va quand même rouler. Tu sais que c'est une équipe qui roulera pour le maillot rouge. Et en même temps, Quintana, tu sais qu'il ne va pas le garder jusqu'au bout. C'est presque l'arme idéale, Quintana, parce que, Quintana qui prend le maillot rouge, c'est pas un problème. Tu sais qu'il peut le garder 6-7 jours, et ça c'est intéressant pour une équipe qui aura pendant ces journées-là pas à contrôler la course. Deuxième favori, en cas où c'est un leader du général qui veut s'imposer, Carapaz. Parce qu'il me semble très en forme, Carapaz, et lui on sait que s'il y a possibilité d'aller chercher l'étape, il ira partir à l'attaque. Il partira à l'attaque. Donc Carapaz. Et puis il a fait un bon chrono, Carapaz, seulement 40 secondes de perdu, ce qui pour du Carapaz est très bon. Autre favori, Van Helvelt. Du côté de la loto, Lennart Van Helvelt, terrain avec de la pente. Forcément, je pense à Van Helvelt. Il n'y a pas Van Gils, donc on pense à Van Helvelt. Lui aussi, il a l'air d'être en forme, Van Helvelt. Donc il faudra s'en méfier. Grosse cote, William Junior Le Cerf, jeune coureur belge. Parce que là aussi, il y a possibilité d'aller chercher une étape. Je ne sais pas si on mise tout sur Landa sur ce Tour d'Espagne. William Junior Le Cerf, belle petite pépite, petit gabarit. Donc quand il y a des pourcentages, c'est avantageux. Puis moi, j'ai vu sur le Tour d'Arabie Saoudite, en début de saison, il passait bien les gros pourcentages. Avec la fameuse montée du truc de l'université, je ne sais plus comment ça s'appelle, en Arabie Saoudite. Cette arrivée qui est maintenant devenue un classique. Et le Cerf avait été très bon face à Simon Yates, notamment ce jour-là. Donc moi, je me méfierais du Belge. Voilà, je tente un gros coup, grosse cote, William Junior Le Cerf. Allez, programme télé, départ fictif à partir de 13h05. Le pied de l'Alto de Piornal, première catégorie à 130 km de l'arrivée entre 14h21 et 14h27. Casa Terrada à 74 km de l'arrivée entre 15h37 et 15h50. Le Puerto de Miraverte, troisième catégorie, sprint bonification à 47 km de l'arrivée entre 16h15 et 16h37 pour une arrivée prévue entre 17h19 et 17h42. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!